Elle était en train de frotter les sols de l'hôtel lorsqu'elle répondit au téléphone dans un néerlandais clair. Le propriétaire de l'hôtel l'entendit par hasard et l'appela à son bureau le lendemain. S'abonner. Et d'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez dans les commentaires. L'air nocturne à San Francisco était épais de brume tandis que la ville dormait sous une couverture de brouillard bas. Les lampadaires clignotaient en silence, projetant de longues ombres brisées sur les trottoirs recouverts de rosée. Dans un quartier loin de l'horizon brillant et des gratte-ciel étincelants, une seule lampe tamisée éclairait un appartement exigu au 3e étage de Maple Street. À l'intérieur, le seul son provenait d'un murmure régulier et rythmé, répétant les conjugaisons des verbes coréens avec une détermination tranquille. Gasta, Gazoyo, Gazubnida, murmura Shidada West, assise en tailleur sur le sol à côté d'une table basse ébréchée qui faisait également office de bureau. Son carnet usé, rempli de colonnes soignées de notes de vocabulaire et de grammaire dans plusieurs langues, était ouvert sous la lueur jaune de l'ampoule. Sa voix était basse, prudente, comme si elle avait peur de déranger les fantômes dans les murs. Un ordinateur portable cabossé à côté d'elle jouait un livre audio coréen au rythme lent, s'arrêtant toutes les quelques phrases pendant que Jada notait de nouveaux mots avec un crayon mâché à vif à la fin. Il était presque 23 heures. Son travail au Sloan Grand Hotel commençait à minuit pile, et elle avait juste assez de temps pour se changer, emballer ses chaussures de travail d'occasion et embrasser ses frères pour leur dire bonne nuit avant de prendre le dernier bus pour la ville. L'appartement était désormais silencieux, les deux garçons profondément endormis dans la chambre qu'ils partageaient, leurs membres emmêlés sous des couvertures dépareillées. Jada s'arrêta sur le seuil de la porte, les regardant avec une sorte de tendresse maternelle, même si elle était leur sœur et non leurs parents. Depuis l'accident qui avait emporté leurs deux parents 3 ans auparavant, elle était devenue tout à la fois pourvoyeuse, protectrice, enseignante et guerrière silencieuse contre un monde qui n'attendait pas grand-chose des femmes comme elle. À 29 ans, Jada avait depuis longtemps abandonné le luxe de se plaindre. Sa vie était faite de courage, d'obligations et des quelques petits brins d'espoir qu'elle pouvait rassembler entre le nettoyage des suites d'hôtels et l'enseignement de l'algèbre à Caleb, 12 ans, avant de se coucher. Cette nuit-là, elle replia les bords des couvertures du garçon autour de ses épaules, éteignit doucement le ventilateur et murmura une promesse dans l'obscurité, « Nous y arriverons un jour ». Elle le disait tous les soirs. Elle ne savait pas s'il la croyait. Elle n'était pas toujours sûre de se croire, mais elle le disait quand même. À 11h30, elle était à l'arrêt de bus avec son sac de nettoyage en bandoulière et ses longues boucles noires rentrées dans un chignon serré sous un sweat à capuche. Elle évitait tout contact visuel avec les hommes au coin de la rue et gardait la tête baissée. Le bus arriva en retard, tremblant en ralentissant jusqu'à l'arrêt, et elle monta à bord en silence, en tapant sa carte de transport sans regarder le chauffeur. Le Sloan Grand se dressait comme un joyau dans la couronne de la ville, 15 étages de verre et de calcaire doré au bord de Knob Hill. Illuminé la nuit comme dans un conte de fées. Il s'adressait aux voyageurs les plus riches du monde, célébrités, membres de la royauté, magnats du pétrole. Elle les avait tous vus derrière le voile d'invisibilité qui accompagnait son uniforme. Son insigne disait « Jada, femme de ménage ». Mais en vérité, son esprit était toujours ailleurs. Ce soir, alors qu'elle présentait sa carte d'identité et entrait par l'entrée de service, les lumières du couloir bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête. Elle se changea dans le vestiaire du personnel, échangeant son sweat à capuche et son jean contre une tunique de ménage bleu uni et des chaussures à semelles souples. De son casier, elle sortit son écouteur et le glissa sous son col, son compagnon secret. La langue de ce soir était l'hébreu. Demain, ce serait peut-être le russe, le swahili ou peut-être le tagalog. Elle aimait travailler en silence. Cela lui donnait l'impression qu'elle n'existait pas. La plupart des nuits, elle se déplaçait comme une ombre sur les sols en marbre, essuyant les luminaires dorés et réorganisant les meubles que personne n'avait touchés. Elle n'était pas censée parler aux invités, n'était pas censée les regarder directement à moins qu'on ne lui parle, et la plupart du temps, elle ne le faisait pas jusqu'à ce qu'elle y soit obligée. À 1h42 du matin, elle nettoyait le hall près de l'entrée du service de voiturier lorsqu'un grand Allemand entra en titubant. Il avait l'air perdu et frustré, pointant du doigt une carte en papier tout en marmonnant rapidement en allemand. La réceptionniste de nuit s'était éloignée et le portier n'était plus en vue. Jada se figea une fraction de seconde, l'instinct la retenant, mais l'homme avait l'air vraiment affligé,
et quelque chose en elle résistait à l'envie de rester invisible. « Kiknen Hélène » demanda-t-elle doucement en s'approchant. Le visage de l'homme s'illumina et il se lança dans une explication rapide. Il cherchait le garage, il avait besoin de récupérer sa voiture de location avant la fermeture. Jada écouta patiemment, hocha la tête et expliqua exactement où aller, lui indiquant l'ascenseur d'accès privé. Ils parlèrent pendant moins d'une minute. Puis il fut parti et elle retourna à son chariot. Elle n'a jamais vu l'homme au manteau anthracite sur mesure debout près du grand ficus, observant tout l'échange avec les sourcils froncés. Lucas Lohan marchait seul dans son hall, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il aimait inspecter ses propriétés en silence, les observant comme le feraient des invités, à la recherche d'imperfections que personne d'autre ne remarquait. Mais ce soir, ce qui retint son attention n'était pas un défaut de conception ou une égratignure dans le marbre. C'était une jeune femme en uniforme de femme de ménage, parlant couramment l'allemand avec l'aisance d'un diplomate. Il ne parla pas, ne s'approcha pas, la regarda simplement reprendre calmement son nettoyage, sa posture composée, son expression illisible. Qui était-elle? De retour à son chariot, Jada attrapa son chiffon et recommença à essuyer un panneau de verre. Son rythme cardiaque venait à peine de ralentir lorsque l'écouteur dans son oreille se remit à fonctionner. Le livre audio reprit. Elle murmura la traduction hébraïque de la dernière phrase qu'elle avait entendue, « J'essaie de me concentrer ». Ce n'était pas la première fois qu'elle enfreignait les règles pour aider un invité, et ce ne serait probablement pas la dernière. Mais ce soir, c'était différent, comme si l'air avait changé. Elle chassa cette pensée. Après avoir terminé son quart de travail à 8 heures du matin, elle prit le bus pour rentrer chez elle, enfila un jean et accompagna son plus jeune frère à l'école. Elle s'arrêta à l'épicerie du coin sur le chemin du retour, prit du pain et du lait à prix réduit et revint dans un appartement qui sentait encore légèrement les produits de nettoyage et les vieux livres. Son monde avait deux visages, l'opulence de Sloan Grand et le papier peint délavé de sa vraie vie. Mais entre eux, elle avait construit quelque chose de solide. Chaque soir, lorsque ses frères terminaient leurs devoirs, Jada allait à la table de la cuisine, branchait son ordinateur portable et étudiait. Elle se préparait à passer son test de compétences avancées en néerlandais, sa 9e langue. Elle aimait la façon dont cela sonnait, le rythme de sa structure. Son mentor, un professeur de linguistique à la retraite de Rotterdam qu'elle avait rencontré en ligne il y a des années, lui rappelait souvent qu'elle avait un don. Elle aimait faire comme si cela signifiait quelque chose. À l'hôtel, personne ne savait qui elle était vraiment. Et c'était peut-être une bonne chose. Les gens n'aimaient pas que les femmes comme elle sortent de leur zone de confort. Mais les secrets, comme le talent, ont tendance à refuser de rester cachés. Lors de son quart de travail suivant, 3 années complètes de silence. Son parcours scolaire ne mentionnait qu'un GED. Aucun diplôme, aucune certification, aucune langue n'était mentionnée. Cela ne correspondait pas à ce qu'il avait entendu, à ce qu'il avait vu. Et Lucas détestait les incohérences. Il tapota son stylo contre le bord du bureau, l'esprit tournant. Soit le dossier était incomplet, soit Jada cachait quelque chose. Mais quoi? Ailleurs, Jada faisait la queue à la bibliothèque publique d'Auckland, attendant de se connecter à l'un des ordinateurs communs. Elle serrait sous son bras un dossier rempli de traductions qu'elle avait imprimé la semaine précédente. Les ordinateurs ne permettaient que 45 minutes par session, et elle avait besoin de chaque seconde. Elle avait peaufiné sa candidature à l'examen officiel de compétences en néerlandais. Son mentor à Rotterdam avait examiné son test blanc et lui avait renvoyé une critique élogieuse accompagnée d'une lettre de recommandation qu'elle n'avait pas encore osé ouvrir. Elle s'est connectée, a ouvert le PDF et a senti sa gorge se serrer en lisant ces mots. Mademoiselle Jada West fait preuve d'une aisance, d'une intuition et d'une sensibilité à la langue qui rivalise avec celle de bon nombre de mes étudiants universitaires les plus doués. Son instinct linguistique est extraordinaire. Je la recommande sans hésitation. Cela aurait dû être un moment de fierté, mais tout ce que Jada ressentait était de la panique. Personne ne pourrait jamais le savoir. Il fut un temps où elle croyait que seul le talent suffirait à la porter. Elle avait été acceptée à l'école d'études internationales de l'Université de Californie du Sud, avec une bourse qui avait fait pleurer de joie sa mère. Elle avait été la première de sa famille à envisager de quitter l'État. Mais c'était avant l'incendie,
avant les lumières rouges, la fumée et les interminables formalités judiciaires qui ont suivi, avant qu'elle n'apprenne que même des rêves aussi brillants que les siens pouvaient être réduits en cendres en l'espace d'une nuit. Elle abandonna ses études au milieu de sa 2e année, juste après les funérailles de ses parents. Il n'y avait pas eu le choix. Caleb n'avait que 7 ans. Mason venait d'avoir 5 ans. Les petites économies qui leur restaient furent épuisées en quelques semaines. Jada avait vendu ses manuels scolaires, son ordinateur portable et même son vélo. Lorsqu'une amie lui a mentionné que le Sloan Grand embauchait du personnel de nuit, aucune expérience n'étant requise, elle n'a pas hésité. Elle s'est présentée avec sa seule chemise propre et a accepté le travail à 2 mains. C'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Mais le temps avait tendance à se replier sur lui-même lorsque la survie prenait le dessus. Elle n'a jamais mentionné son niveau d'études sur ses formulaires d'emploi. Cela aurait soulevé trop de questions. Au lieu de cela, elle a étudié en secret. La langue était son seul héritage, la seule partie d'elle-même qui se sentait encore épargnée par le chagrin. À l'hôtel, elle se faisait petite, efficace, invisible. Elle apprit qui éviter, à qui sourire et qui faire semblant de ne pas entendre. Elle devint fluide en silence, mais son esprit resta une tempête d'exercices de grammaire, d'exercices de prononciation et de théorie linguistique comparée. Elle réapprit à structurer ses pensées grâce aux romans espagnols et aux bulletins d'information coréens. Cela lui donnait l'impression d'être vivante. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si jamais cela menaçait son emploi. Le monde ne récompensait pas l'ambition des femmes comme elle. Il la punissait. Alors elle s'est cachée. Lucas regarda à nouveau le dossier, insatisfait. Il avait connu des menteurs. Il avait embauché et licencié des manipulateurs qui construisaient de fausses personnalités à partir de mots à la mode et de charmes empruntés. Le silence de Jada n'était plus le même. Ce n'était pas fabriqué. C'était stratégique. Elle n'avait pas essayé de se lever. Elle n'avait pas travaillé. Elle avait tout simplement enterré son potentiel dans un travail que personne ne respectait. Ce n'était pas une tromperie. C'était de la survie. Il cliqua sur l'interphone. « Cynthia, envoie-moi des images de la salle de service mardi soir, entre 1h30 et 2h du matin. » Plus tard dans la journée, il l'observa à l'écran, assise, le dos droit, sa voix coulant en néerlandais au téléphone. Il n'y avait rien de tape à accent grave-l'œil chez elle, aucune tentative d'impressionner qui que ce soit. C'était un moment privé. Elle ne savait pas que quelqu'un l'écoutait. Cela rendait la chose encore plus impressionnante. Lucas posa son stylo et expira. Il devait lui parler, pas par l'intermédiaire des RH, pas par le biais de filtres ou de formulaires, directement. Il attendit jusqu'à la fin de son prochain quart de travail. Elle sortait par l'entrée arrière, un sac de sport en bandoulière, lorsqu'il sortit de l'ombre du quai de chargement. Mademoiselle West. Elle sursauta, les yeux écarquillés, serrant son sac plus fort. Je suis Lucas Sloan, dit-il en levant la main. Je possède le Sloan Grand. Je sais qui tu es, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Je voulais te remercier. J'ai vu comment tu as aidé les invités cette semaine. Allemand, français, coréen, néerlandais. J'ai été impressionné. Son expression changea légèrement, prudente, sur ses gardes. Ce n'était rien, j'essayais juste d'aider. L'aider n'est pas rien, répondit-il. Où as-tu appris toutes ces langues? Jada hésita. Son premier réflexe fut de mentir, de dire quelque chose de vague à propos des cours optionnels du lycée ou des applications audio, mais quelque chose dans son ton l'en empêcha. J'ai étudié la linguistique, dit-elle lentement. Je n'ai pas fini, mais j'étudie toujours par moi-même. Il hocha la tête. Cela est évident. Elle cligna des yeux. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je pense que tu perds ton temps à faire le ménage. Le cœur de Jada battait fort dans sa poitrine. Elle fit un pas en arrière. Si j'ai fait quelque chose de mal. Et tu ne l'as pas fait, dit-il fermement, mais je crée un nouveau poste et j'aimerais te l'offrir. C'est ainsi que tout a commencé. Personne ne l'a vu venir. Ni elle, ni le personnel, ni les responsables qui étaient passés devant elle pendant 3 ans sans même la saluer.
Mais dans 24 heures, Jada West ne serait plus invisible, et les murs qu'elle avait construits avec tant de soin ne seraient plus assez hauts pour se cacher derrière. Le soleil du matin a percé San Francisco avec une douceur inhabituelle, répandant une lumière dorée à travers les fissures étroites des bâtiments vieillissants de la ville. À l'intérieur de son appartement, Jada se tenait figée dans sa petite cuisine, tenant une cuillerée de flocons d'avoine refroidis depuis longtemps. Son téléphone vibra à nouveau sur le comptoir à côté d'elle, l'écran affichant le même message pour la 3e fois. Veuillez vous présenter au bureau des ressources humaines à 9 heures précises. Aucune explication, aucun détail, juste une heure et un lieu donné par l'assistant de Lucas Sloan. Jada avait à peine dormi depuis leur conversation derrière le quai de chargement de l'hôtel. Elle l'avait rejoué encore et encore dans sa tête. Sa voix était calme et posée. Ces mots étaient impossibles à oublier. Je pense que tu gaspilles ton temps à faire le ménage. La phrase restait gravée dans sa poitrine comme une pierre qu'elle ne savait pas comment soulever. Ce n'était pas seulement l'offre qui la déstabilisait. C'était la vérité simple et tranquille. Pendant des années, elle avait accepté sa position dans le monde comme fixe, inévitable. L'attention d'un homme menaçait alors de détruire tout ce qu'elle avait construit pour assurer sa sécurité. Elle s'était presque convaincue que c'était un coup de chance, un malentendu, quelque chose qu'il oublierait le matin. Mais Lucas Sloan, semble-t-il, n'avait pas oublié. À 8h52 précises, elle se tenait devant le bureau des ressources humaines au 16e étage du Sloan Grand. Ses cheveux étaient soigneusement tressés, ses chaussures cirées et ses mains fermement serrées devant elle. Elle portait son plus beau chemisier, celui qu'elle gardait pour les rares réunions parents-professeurs ou les comparutions au tribunal. Lorsque le silence revint dans l'appartement, elle s'assit seule sur l'escalier de secours avec une tasse de thé, et la ville s'étendait sous ses pieds. Le doute s'installa. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien prévu, et maintenant elle se tenait sur une plateforme aussi instable qu'époustouflante. Le lendemain matin, elle devait accompagner un directeur adjoint lors d'un enregistrement prestigieux avec des invités de Dubaï. Elle arriva 10 minutes en avance, mémorisa l'itinéraire et s'exerça à saluer en arabe à voix basse. À l'arrivée de la famille, elle s'avança avec un sourire chaleureux et se présenta dans un arabe fluide et mesuré. La matriarche du groupe s'illumina de surprise et de joie. Jada répondit à chaque demande avec grâce, expliquant les protocoles du spa, confirmant les préférences alimentaires et gérant avec tact et calme le moment délicat d'un bagage égaré. Après avoir escorté les invités jusqu'à leur suite, le directeur adjoint se tourna vers elle. « Vous n'avez sûrement jamais fait ça, avant ?» Jada secoua la tête. « Non, j'ai juste beaucoup étudié. » Monsieur Sloan avait raison, dit le directeur en griffonnant une note sur son presse-papier. « Vous avez quelque chose de rare. » Les compliments la réconfortèrent, mais l'effrayèrent aussi. Chaque compliment lui semblait un coup de projecteur, et chaque coup de projecteur un piège. Cet après-midi-là, alors qu'elle retournait à son bureau pour terminer ses notes de suivi, son téléphone sonna avec un nouveau message. « Monsieur Sloan aimerait vous voir dans son bureau à 16 heures. » Elle fixa ces mots un long moment. À 15h59, elle se tenait devant sa porte, le cœur battant. La réceptionniste lui fit signe d'entrer sans un mot. Lucas Sloan se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant le brouillard s'abattre sur la baie. Il se retourna lorsqu'elle entra et lui adressa un léger sourire. « Vous êtes bien rangée, dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. Jada s'assit, essayant de ne pas bouger. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-il. « Comme si je me réveillais dans la vie de quelqu'un d'autre, » répondit-elle honnêtement. Il rit doucement, puis hocha la tête. « Peut-être que tu te réveilles toute seule. » La conversation qui suivit fut calme et pensive. Lucas l'interrogea sur son expérience du matin, son niveau de confort, ses objectifs à long terme. Il ne l'interrompit pas. Il ne fit pas preuve de condescendance. Il écouta simplement. À la fin de la réunion, il se laissa aller et dit. « Ce n'est pas de la charité, J.A. Je ne t'ai pas promu pour faire valoir un point. Je l'ai fait parce que je crois au talent et parce que je suis fatiguée de négliger le génie simplement parce qu'il n'a pas un pédigré prestigieux. » Elle hocha la tête, ravalant le nœud dans sa gorge. Il l'observa un instant. « Tu appartiens à cet endroit, dit-il.
Ne laisse personne te faire croire le contraire. Lorsqu'elle quitta son bureau, elle ne flottait pas. Elle ne brillait pas, mais ses pas étaient plus réguliers. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à espérer. La semaine qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Jada avait jamais vécu. À partir du moment où elle prit ses nouvelles fonctions, le temps commença à s'accélérer. Chaque jour apportait un tourbillon de nouveaux visages, de nouvelles langues, d'attentes, et la tension tacite de la navigation dans des espaces où elle était autrefois invisible. Les journées étaient longues et méticuleusement planifiées. Chaque heure apportait un nouveau défi, un ambassadeur d'Argentine dont l'accent exigeait une attention particulière, un couple allemand demandant une visite privée de la ville, une femme d'affaires parlant mandarin qui refusait de s'engager à moins qu'on ne lui parle dans sa langue maternelle. Et malgré tout cela, Jada performait. Elle traduisait non seulement des mots mais des intentions. Elle adaptait les tons, les expressions faciales et le langage corporel avec une intuition qui semblait contourner la pensée consciente. Ses anciens collègues de ménage la croisaient désormais dans les couloirs avec des regards hésitants. Certains hochèrent la tête en silence, d'autres se détournèrent simplement. Elle essaya de ne pas le prendre personnellement. Les gens étaient souvent contrariés par ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et rien dans sa transformation n'avait de sens vu de l'extérieur. Le 3e jour, le nom de Jada West avait commencé à circuler dans les réunions de la haute direction, discrètement, mais avec curiosité. Elle était l'objet de rumeurs spéculatives parmi les directeurs qui ne l'avaient pas remarquée auparavant. Certains pensaient qu'elle était une nouvelle recrue venue d'un autre État. D'autres pensaient qu'elle était la nièce d'un cadre ou une mutation de dernière minute du siège social. Personne n'aurait deviné qu'elle avait passé les 3 dernières années à essuyer les escaliers en marbre sous leurs chaussures cirées. Lucas Sloan, pour sa part, resta insaisissable. Depuis leur rencontre dans son bureau, il ne l'avait plus convoquée, mais elle ressentait souvent sa présence comme une pression dans l'air. Elle l'apercevait parfois marchant dans les couloirs, son expression indéchiffrable, son attention toujours tournée vers l'avant. Il ne s'attardait jamais, n'intervenait jamais, mais elle savait qu'il la regardait. Jeudi matin, elle reçut un dossier d'information qui lui coupa le souffle. Une délégation d'investisseurs japonais devait arriver cet après-midi, représentant d'une entreprise envisageant un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Sloan International pour ouvrir une propriété à Tokyo. Il s'agissait d'une réunion à enjeux élevés, avec des implications diplomatiques, des codes d'étiquette stricts et peu de marge d'erreur. Elle fut désignée comme interprète. Ce n'était pas une demande. C'était une directive. Elle passa sa pause déjeuner dans la salle de la bibliothèque, à relire les expressions japonaises formelles, à examiner les profils de chaque investisseur, à étudier les normes culturelles autour des présentations, de l'ordre des places et des titres honorifiques. Elle se souvenait de la voix de son professeur dans sa tête. La langue est plus que de la grammaire. Son rythme, sa posture, son souffle. Ses paumes étaient humides. Son cœur ne voulait pas se calmer. À 14 heures, elle entra dans la salle de conférence au 22e étage. La pièce était exquise. Des baies vitrées donnaient sur la baie, une longue table en noyer poli comme un miroir. Des arrangements délicats de lys blanc et de bambou à chaque extrémité. L'air sentait légèrement le thé vert. Lucas était déjà là, vêtu d'un costume gris foncé sur mesure, sa posture détendue mais alerte. Il lui fit un signe de tête lorsqu'elle entra, une lueur rassurante dans les yeux. À côté de lui, la responsable du développement international, une femme nommée Simone Tran, offrit un bref sourire à Jada, mais ne dit pas grand-chose d'autre. La délégation arriva à 14h15 précise. 6 hommes en costume sombre entrèrent dans un silence presque total, leurs mouvements fluides et synchronisés. Jada s'inclina à l'angle correct, les salua en japonais avec un ton respectueux et regarda leur visage changer de surprise et d'approbation. L'un des hommes, un homme d'état âgé aux cheveux argentés et au comportement calme, la salua directement. La réunion commença. Jada se tenait à côté de Lucas, traduisant avec précision et grâce. Sa voix coulait au rythme de la pièce, jamais intrusive, toujours en train de s'adapter. Lorsque la conversation devint technique, elle ajusta son vocabulaire. Lorsque le ton devint philosophique, elle adoucit sa cadence.
Lorsque des questions furent posées sur les normes d'hospitalité américaines, elle clarifia les choses sans se montrer défensive, offrant des ponts culturels plutôt que des défenses. Au milieu de la discussion, l'un des investisseurs posa une question directement à Lucas en japonais. Un test subtil que Jada reconnut, pour savoir si le PDG comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Avant que Lucas ne puisse répondre, elle s'avança doucement, expliquant la nuance de la phrase, comment elle impliquait non seulement de la curiosité, mais un défi à l'intention. L'homme d'État âgé sourit légèrement et hocha la tête. Lucas la regarda, son expression indéchiffrable, mais sa réponse suivante fut parfaitement mesurée. À la fin de la réunion, l'atmosphère avait changé. Les investisseurs étaient détendus, voire chaleureux. Des poignées de main furent échangées. De petites révérences suivirent. En partant, l'un d'eux dit en japonais. « Votre. » « Promets, dit-il, je n'aurai pas le temps de gérer une entreprise. » « Mais là, c'est différent, dit-elle à voix basse. Ils ne remettent pas seulement en question ton jugement. Ils remettent en question mon intégrité, ma valeur, et ceux qui le font ont du pouvoir ici. Lucas se leva, contourna le bureau et s'appuya contre le bord devant elle. Veux-tu connaître la première leçon que mon père m'a apprise sur la réussite? Elle ne répondit pas. Quand on s'élève d'un endroit où l'on croit qu'on aurait dû rester, on essaie de te tirer vers le bas. Retour. Et non pas parce qu'ils veulent cet endroit, mais parce que ta progression remet en question leur sens de l'ordre. Cela ne veut pas dire que c'est bien. Non, acquiesça-t-il. Mais cela rend la chose inévitable. Elle détourna le regard. J'ai travaillé si dur pour être prise au sérieux. Je sais, dit-il. Et tu le es, par ce qui compte. Ce n'est pas toujours suffisant. Peut-être pas, dit Lucas. Mais je te le promets. Personne ici ne peut réécrire ton histoire. Pas tant que je suis debout.